se retrouve dans la bonne humeur et la gaieté. C'est vendredi avec son lot d'informations, de découvertes. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, connaissez-vous le terrarium? A priori, cela ne vous dit pas grand-chose. Eh bien, c'est un objet de décoration et un écosystème en miniature pour apporter un brin de verdure dans votre maison, à la cuisine ou au salon. À vous de décider. Et ce midi, c'est Hermone Amengan qui tient nommé et qui nous aide à choisir. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver comme toujours sur le rendez-vous de midi, surtout quand c'est vendredi. Art déco. Art déco, oui. Bonjour Madame Stéphanie Dagba. Bonjour Mylène. Comment allez-vous? Ça va, merci. Hermone, verdure en Oui. miniature. Oui, vous le savez déjà, les vendredis, souvent on est l'émission ou le rendez-vous de midi se délocalise dans le Jardin d'Éden. Et aujourd'hui, dans le Jardin d'Éden, on a un petit vase qui est juste en face de nous, un vase dans lequel on retrouve des plantes. Et justement, j'ai demandé à savoir, on m'a dit que c'est un terrarium. Et très vite, moi j'ai pensé à aquarium. J'ai fait aquarium, terrarium. Aquarium, comme pour dire cet objet décoratif, ce réservoir d'eau généralement, on va dire en verre épais, dans lequel on retrouve des poissons ou des algues et tout qu'on dépose astucieusement quelque part dans le coin de notre salon pour nous donner voilà, un très bel aspect donc, à notre salon. Et donc je me suis dit, il faut faire une petite transposition parce que je ne savais pas ce que c'est le terrarium. Donc j'ai fait terrarium, donc oui, quelque chose un peu comme l'aquarium, mais cette fois-ci on met de la terre là-dedans. Alors là, j'ai dit, il faut aller savoir fondamentalement de quoi il s'agit. Donc justement, on est avec Stéphanie Dagba. Bonjour. Bonjour, monsieur Hermon. Le terrarium, fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, un terrarium, c'est la représentation d'un espace vert, naturel, dans notre intérieur, dans des bocaux transparents où on remarque des plantes naturelles comme dans leur état naturel, tel un jardin ou une forêt. Et puis voilà. Alors, quels sont les éléments qui composent le terrarium? Parce que, comme quand je prends celui-ci qui, justement, est en face de moi, il y a un vase et le reste, je ne sais pas. Alors, je dirais, il y a plusieurs types de terrariums. Il y a des terrariums de plantes vertes, comme ce terrarium-là, où on met des plantes à feuillage et on remarque aussi des gravillés, du bois. Et l'idée, en fait, du terrarium, comme je disais, c'est de représenter l'environnement dans un bocal. Donc, quand je prends une forêt, généralement, nous avons des arbres, nous avons de grosses pierres, des cailloux, du bois. Donc, c'est exactement ça, représenter l'environnement terrestre dans le terrarium. Donc, les terrariums de plantes vertes sont essentiellement composés de plantes vertes. Les terrariums de plantes grasses ou encore terrariums de succulentes représentent un peu l'environnement du désert. On y retrouve les plantes qui poussent naturellement dans le désert, dont les plantes grasses. Et donc, on a des cactus, des echeverias, plusieurs plantes grasses qu'on pourra y mettre, toujours en y ajoutant des gravillés, des pierres pour rappeler l'environnement naturel. Allez, on va y aller au cas par cas. Ceci, par exemple, qu'est-ce qu'il compose? Alors, ce terrarium est un terrarium de succulentes, de plantes grasses, qui compose une plante que nous appelons Echeveria. Echeveria. Oui, Echeveria, et qui est une plante de désert avec des gravillés. Si on avait un vase plus grand, on pourra y mettre plus de plantes grasses telles que les cactus et créer notre environnement. Voilà. Donc l'idée de base du terrarium, c'est, on va dire ça part du principe de l'inspiration de chacun, c'est bien cela? Voilà, ça part de l'inspiration de chacun, ce qu'on a envie de représenter en fait. Donc du coup, je peux prendre un vase moi-même à la maison, je fais, bon ok d'accord, je crée moi-même mon terrarium et tout ce qui me traverse la tête, Voilà. je fous là-dedans. Voilà, si vous êtes créatif, voilà, vous prenez un vase, vous y mettez des plantes grasses. En fonction de ce que vous voudrez représenter, vous retrouvez du bois dans la cour et tout ça, vous pouvez y ajouter pour créer cet environnement.
Et ici, on a aussi des graviers également, hein, et du Oui. marbre. C'est du marbre, c'est bien ça? Non, non, non. C'est pas du marbre? Non, c'est pas du marbre. C'est des pierres blanches Des pierres sous blanches. forme de cristaux, voilà. D'accord, comme des cristaux. Bon, je Voilà. parlais de marbre parce que tout à l'heure, on ira à Dassa. Ah, d'accord. Voilà, donc dites-moi, où est-ce qu'on peut mettre le terrarium? Alors, le terrarium est adapté pour notre intérieur. Donc, dans nos appartements, dans nos bureaux et nos boutiques et tout. Donc, beaucoup plus pour notre intérieur. Et rassurez-vous, c'est l'outil, non pas l'outil, l'objet de déco très tendance actuellement qui est souvent utilisé dans nos intérieurs. Il faut l'installer dans un environnement très lumineux. Donc, il faut que la pièce soit lumineuse pour que la plante se retrouve dans son environnement C'est normal. forcément la lumière du jour ou les lampes Non, les éclairent lampes, suffisamment? voilà. Il suffit simplement que la pièce soit vraiment lumineuse et puis voilà. Après, selon le type de plante, on saura comment l'entretenir. Le type de plante dans le terrarium, on saura comment l'entretenir. Donc, il ne faut pas mettre le terrarium dans une pièce mal éclairée. Non, non. La plante ne pourra pas supporter parce que déjà, la plante est dans un vase, donc déjà contenue. Donc, il lui faut assez de lumière Pour la photosynthèse. pour la photosynthèse et mieux se porter. Très bien. Voilà. Alors, dites-moi, à un moment donné, est-ce que quand la plante va pousser, est-ce qu'elle ne va pas, déborder? Alors, généralement, dans les terrariums, on met des plantes qui ne poussent pas beaucoup en hauteur, pas vraiment en hauteur. Elles vont pousser, elles vont se développer, les plantes vont se développer dans la largeur, mais pas vraiment en hauteur. Et si éventuellement on a une plante à l'intérieur qui déborde, on peut juste couper des feuilles par moment et lui redonner son état. Un terrarium peut être utilisé sur combien d'années avant d'être amorti? Bon, après, je dirais ça dépend de la plante. Le nombre d'années, Ou le c'est nombre de mois peut-être? année ou mois, c'est indéfini. C'est en fonction des plantes qui sont à l'intérieur. Si les plantes sont bien entretenues, voilà, les plantes se porteront mieux, pourront rester autant d'années qu'on veut. Il faut juste bien les entretenir. S'il y a des plantes qui débordent, il faut les couper et puis voilà. Alors, Est-ce- oui, vas-y. Toutes les plantes peuvent rester dans un terrarium? Ou pas toutes les plantes. Parce que quand je prends un arbre, par exemple, lui, il grandit. Il grandit, donc, à moins que ça soit un bonsaï. Un bonsaï, c'est un arbre qu'on a contraint à rester petit. On pourra le mettre dans un Ah, ce n'est pas terrarium. gentil. Oui, ça se fait. On peut contraindre des plantes à rester, des arbres à rester En petits. fonction du pot, c'est bien ça? Oui, en fonction du pot. Et là, les fleurs qu'on a dans le décor, Oui. est-ce qu'on peut leur adapter un terrarium? Peut-être en forme beaucoup plus grand? Oui, si on a un vase vraiment géant, vraiment grand, ou à la taille des bocaux, des aquariums, voilà, on pourra y mettre ces genres de plantes. Il y a de grands espaces où on peut avoir des bocaux très grands et on représente vraiment avec des plantes plus grandes. Et voilà, c'est Alors, Mylène, j'imagine déjà, on va dire, un terrarium et un aquarium en featuring dans un salon. ça va être très beau. Ça va être Pourquoi très le bon, j'espère. pot est... Bon, pourquoi c'est transparent? Oui, pour permettre à la plante de faire sa photosynthèse. Ah, La d'accord. plante a besoin de lumière et D'accord. voilà. Donc, ce n'est pas qu'à des fins esthétiques. Non, non, les terrariums, c'est dans des bocaux transparents. D'accord. Alors, je vois à côté donc, de mon terrarium, j'espère que je vais repartir avec celui-ci. Si vous voulez. Alors, Ah, si, il veut, si tu veux. Hein. alors je vois juste à côté, on va dire un mug. C'est aussi un terrarium? Non, ce n'est pas un terrarium. C'est en fait pour montrer qu'on a la possibilité de mettre nos plantes dans plusieurs types de pots. Il n'y a D'accord. pas que des pots en plastique ou en terre cuite qui peuvent contenir des plantes. Ça, c'est un mug que nous avons brandé à l'effigie de
de notre pays avec comme image les lieux touristiques. Les sites touristiques, on voit la place Goro, on voit la porte du Nord-Retour, on voit la place Tofa, on voit également d'autres, les chutes de Tanongon aussi. Exactement. Donc, Et fier d'être de Porto Novo. À l'intérieur, au milieu, on a écrit fier d'être de Porto Novo. L'idée, bientôt c'est l'indépendance, donc c'est toujours bien de montrer son patriotisme. Pourquoi ne pas se réaliser un pot, pour soi. Pour ses proches aussi. Pour ses proches. Pour dire bravo Bénin, bravo Exactement. 60 ans. Oui. On a fait un parcours dans le temps et également dans l'espace. Alors, Mylène, on va sans doute finir, parce que, n'est-ce pas, on va finir. D'accord, j'ai encore 2 petites minutes, le temps donc de revenir à mon terrarium. Si le terrarium, il est très bien entretenu, si le terrarium, est-ce qu'il faut l'arroser? Est-ce qu'il faut y mettre de l'eau? Ou comment on fait? Alors, comme je disais tout à l'heure, selon le type de terrarium, il y a un arrosage adapté. Les plantes à feuillage, il faut régulièrement vaporiser de l'eau sur les feuilles, mais en vérifiant si le terreau, parce que là on voit le terreau juste au milieu. Donc il faut d'abord vérifier si le terreau est sec. S'il est sec, comment on fait? Bon, c'est un bocal transparent, donc on peut regarder. Là, il n'est pas sec, ce terreau n'est pas sec. Ça, c'est un œil d'averti qui voit. Si un œil de profane ne voit pas. Bon, après, on peut apprécier si la terre est sèche ou pas. Voilà, donc il faut vérifier d'abord et après brumiser, vaporiser les feuilles. Ça, c'est ce qui concerne les terrariums de plantes vertes. Les terrariums de plantes grasses, d'abord, on parle de plantes grasses, donc c'est des plantes... ça contient de l'huile? Non, qui regorgent de beaucoup d'eau. Donc, qu'on arrose une fois par mois. Alors, une fois par mois? Oui, une fois par mois. Sinon, les racines vont pourrir et puis si c'est une fois par mois, moi, je le prends. Parce que là, franchement, donc, le jardinage, c'est pas mon truc, oui. On essaie de trouver un bocal, une boîte un peu fine et on met de l'eau sur les graviers, pas directement sur la plante. Donc, sur les graviers autour, quitte à ce que le terreau au milieu soit bien imprégné. Voilà. Stéphanie Dagua, merci. Merci d'être venue sur le rendez-vous de midi. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous parce qu'on passe toujours un excellent moment en votre compagnie, surtout quand il s'agit aujourd'hui ou quand il s'agissait de parler du terrarium. Et merci. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. Herman, oui. La dernière fois que tu t'es coiffé, c'était quand? C'était juste en fin de semaine dernière. Je me coiffe toujours en fin de semaine. Mais ça repousse si vite. Ça repousse si vite, sérieusement. Oui, sérieusement. Eh bien, ce midi, nous faisons une incursion dans l'univers des coiffeurs. C'est un métier artistique qui demande du professionnalisme et de la créativité. Et c'est Rebecca qui s'y colle avec son tablier, ciseaux et tondeuse en main. Il n'y a pas de sot métier, tout métier a de la valeur et requiert de qualité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre d'un coiffeur pour en savoir un peu plus sur ce métier et surtout pour apprendre à se coiffer tout seul. Mesdames, prenez siège et surtout prenez note. Désormais, vous allez pouvoir coiffer monsieur à la maison. On y va. Bonjour madame. Alors vous êtes coiffeur, on est avec vous aujourd'hui justement pour comprendre un peu plus le métier de coiffeur. Dites-nous d'abord c'est quoi? Quand on est coiffeur, on fait quoi? Quand on est coiffeur, c'est pour arranger les cheveux pour que ça soit joli. Et comment est-ce que ça se passe? Quels sont les types de coiffure que vous avez? Que vous proposez par exemple à vos clients? Il y a qu'on faisait très bas qui s'appelle Cisco, un dessine normal quoi. Il y a aussi Watan, qu'on le fait, on peut raser tout ici, ça reste un peu. Il y a aussi comme ce qu'on fait, il y a 3 tons, il y a 2 tons, il y a Ara, il y a Ra, et il y a aussi Caloïs, tout ça. C'est
ça fait partie des anciens cheveux. On est en temps de pandémie et qu'on le veuille ou non, les salons de coiffure constituent quand même des foyers où circule ces virus. Comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous demandez à vos clients de venir avec leur matériel, leurs outils, ou bien qu'est-ce que vous faites? Bon, chez moi, on oblige les gens à avoir un trousseau des accessoires. En fait, attendez, tout, vous venez avec ça. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens, on a un appareil à stériliser, on les met dedans. Et quelques minutes après, on peut travailler avec. Alors aujourd'hui, on est là non seulement pour la théorie, mais aussi pour la pratique. On veut apprendre à coiffer quelqu'un. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez me l'apprendre? Oui, avec plaisir. On y va alors? Oui. Est-ce qu'il faut toujours commencer par le derrière? Oui, il faut commencer par le derrière parce que si vous commencez par le devant, ce qu'ils disent, c'est pas ça ce qu'ils disent. Et si moi-même je veux le faire à la maison, je suis obligée de commencer par le derrière? Bon, ça dépend. Si vous savez déjà ce que vous voulez faire, vous pouvez commencer par tout où vous voulez. D'accord. Mais parce que quand on commence maintenant, le client peut dire, ah, ici là c'est trop bas, ici là je ne veux pas que le devant s'assoie. Ok. Il faut d'abord commencer par derrière pour voir si... On peut rattraper après. Vous avez la tombée, vous pouvez aller comme ça quoi. Donc je brosse comme ceci. C'est pas en haut, en bas. Comme ça. Ici. Ici. C'est bon? Et ensuite, quelle est la prochaine étape? Est-ce que le devant reste comme ça ou bien? Non, le devant, on va tailler un peu légèrement. On essaie de faire ça. J'ai besoin de couper. Par ces temps de coronavirus, l'idéal voudrait que nous prenions soin de nous, que nous prenions nos précautions pour ne pas attraper ce virus. Il a dit tout à l'heure, achetez vos outils, on a besoin de la tondeuse,
de la brosse et aussi d'un peigne pour pouvoir réaliser nos coiffures à la maison. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Appliquez-vous et ça ira. À bientôt. Et oui, et on s'applique tout de suite avec Herman Amengan. Il sera dans ma tête notre modèle du jour. Ma tête ne servira pas de modèle à Herman, coup sûr. non, il faut que tu donnes ta tête à Rebecca ou à moi. Tu essayes de voir. Puisqu'elle elle est déjà allée apprendre, moi je vais... toi, elle est là, elle nous suit, je préfère quand elle est sur la tête d'Emmanuel. Comme lui, il se rase complètement. Même si on gaffe, il n'y a pas de souci, quoi. Ça va repousser de toute façon. Ça va repousser de toute façon. Madame Stéphanie Dagba, vous l'avez déjà essayé? Vous avez déjà essayé de coiffer un homme, votre mari à la maison? Non, je vais peut-être commencer par le faire, mais je vais commencer par mon fils d'abord pour être sûr que voilà, j'arrive à bien le coiffer. Et avec cet élément, vous pouvez vous retrouver? Oui, pourquoi pas. Ouais, je peux vous allez prendre le risque? Oui, pourquoi pas. Oui, je vais pas prendre le risque, non. Je vais peut-être commencer par mes barbes, peut-être, sait-on jamais. Là, moi, il sait que je peux Tu te laisses faire ou tu te le fais? Je peux laisser faire, parce que de toute façon, voilà, quand ça va gaffer, on pourra tout enlever, quoi, il n'y a pas de souci pour les barbes. Après, c'est qu'il y a Rebecca a souligné un point important, sinon fondamental, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chez le coiffeur et qui ne disposent pas de leurs accessoires. C'est dangereux, pour ne pas dire très dangereux. Pour aller chez le coiffeur, il faut se munir de sa propre tondeuse, de son propre peigne, de son propre tissu qu'on met au cou. Parce qu'on ne sait pas, oui, parce que fondamentalement, vous ne savez pas qui est passé avant vous. Et surtout, par ces temps de Covid-19, c'est d'autant plus important de se prémunir de potentiels, on va dire, de potentiels virus qui circulent et tout. Donc, non seulement, même en période où il n'y a pas de pandémie, il faut, en temps normal, y aller ou aller chez son coiffeur avec ses propres accessoires. Ça vous met en sécurité et ça permet de vous préserver peut-être d'éventuelles pathologies. Est-ce qu'actuellement, avec la menace qui sévit, est-ce qu'il ne faut pas simplement se coiffer à la maison? Apprendre à se coiffer, ce serait un plus de toute façon. Oui, ce sera un plus. Après, vous savez, si tout le monde doit commencer par se coiffer à la maison, je crois que les coiffeurs vont fermer la baraque. Il y en aura qui ne vont pas vraiment pouvoir le faire. Oui, il y en aura qui ne vont pas vraiment le faire, mais bon, après aussi, c'est que les coiffeurs, ce sont des professionnels. Donc, c'est comme si vous dites que voilà, tout le monde peut commencer déjà pas s'informer chez lui à la maison, on ferme la baraque, on ne fait plus le rendez-vous de midi et tout. Donc, non, pas ça, surtout pas ça. Surtout pas ça, les soirs. Donc, non, surtout... apprendre à se coiffer, oui, c'est un plus. Parce que, comme on le dit, il faut tout le temps chercher à faire de nouvelles choses, à avoir de nouvelles connaissances. Surtout qu'aujourd'hui, lorsque vous allez sur Internet, il y a tout en tutoriel. Donc, grâce à un tutoriel, vous pouvez rapidement savoir comment coiffer. Maintenant, après, vous pouvez chercher une poupée sur laquelle vous pouvez déjà commencer. Je trouve d'ailleurs que c'est un peu compliqué. À l'époque de nos parents, nos grands-parents, c'était simplement avec une lame, Madame Stéphanie. Et puis on te rasait, on t'enlevait le tout. Et ça ne repousse même pas vite. Après la lame, il y a eu la tondeuse manuelle. Quand il fallait se coiffer, franchement, c'était un supplice. Parce que le coiffeur, non seulement il tient votre tête de façon bizarre, il y met la tondeuse manuelle et il commence pas à mettre votre tête à rude épreuve. Franchement, quand vous finissez, c'est que vous avez les maux de tête. Franchement, c'était le calvaire. Et moi, honnêtement, en ce temps, j'avais vraiment pas envie de me coiffer parce que je savais que quand il s'agirait de se coiffer, c'était le supplice total. Après, il y a eu la tondeuse. C'était l'époque de Ja et Monde, c'était ça. Merci à vous. Merci à vous, Madame Stéphanie Dagba, d'être restée en notre compagnie. Merci à toi. Tout le plaisir était pour moi. Et on accueille Bruno Souali et Marcel Arossi. Bruno Souali, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Marcel. Bonjour. Je salue tous les téléspectateurs. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène. Tu es particulièrement souriant aujourd'hui. Comme d'habitude d'ailleurs. Alors, c'est Eureka et aujourd'hui, on découvre les nombreuses vertus du tamarinier. C'est un arbre fruitier qui regorge de vertus et de ressources très intéressantes. L'arbre a 100 vertus, c'est tout de suite. Surtout apprécié pour son ombrage et la saveur de ses gousses, le tamarinier. Sa pulpe, douce et acidulée, est consommée sucrée ou transformée en boisson. Mais est-ce que cela devait s'arrêter là? À cette question, nos enseignants-chercheurs répondent non. Docteur Berlamin Fandoran, vous y avez consacré une étude
En gros, que retenez de vos recherches sur cette espèce? J'ai eu à m'intéresser aux questions relatives à la biologie de la conservation de l'espèce. Il faut dire que bien que l'espèce ait une si large distribution au Bénin, ce sont les populations de la partie septentrionale du pays qui en font et qui en tirent le plus grand profit. Très bien. Maintenant, si on veut l'adapter à d'autres milieux, si on veut, on a envie de reproduire l'espèce, bien sûr, ouais, sur d'autres sols, en dehors du septentrion. Donc, le tamarinier pousse sur la plupart des types de sols, sauf les sols à hydromorphie permanente. Ce que nous appelons sols à hydromorphie permanente, ce sont des sols qui se retrouvent avec une, je vais dire, avec une nappe d'eau tout le temps. Par exemple, les sols marécageux. Le tamarinier peut pousser sur les sols sableux, du bord de mer, jusqu'aux sols les plus rocailleux. Donc on peut avoir les tamariniers à Cotonou. On peut avoir les tamariniers à Cotonou si on veut, mais le produit avec la vision d'exploiter les fruits à Cotonou, c'est une autre histoire. Donc on peut voir des tamariniers ici? Absolument, nous les avons ici à titre expérimental. On peut aller voir? Absolument. Allons-y. Avec plaisir. Ici, nous sommes sur un domaine où nous avons installé à titre pédagogique un hectare pédagogique, hein? Pédagogique, un hectare de tamariniers. C'est ça. Donc, nous avons installé les tamariniers ici en 2009. Donc, nous avons des arbres. Ça fait une bonne dizaine d'années. Oui, nous avons des arbres qui ont une dizaine d'années et comme vous pouvez voir, ça a bien grandi. Ça a déjà produit une fois de fruits. Si. Alors, ça me permet d'aborder une question. La raison pour laquelle ce n'est pas valorisé. Ce n'est pas assez valorisé. C'est valorisé au niveau local, mais ce n'est pas une espèce qui est entrée dans les stratégies nationales de production agricole. Alors, c'est une espèce agroforestière. Donc, un des problèmes dont souffre la sylviculture en général en Afrique, c'est le mythe des espèces à croissance lente. Nous utilisons ce mythe pour justifier le peu d'intérêt que les politiques accordent ou que l'administration forestière accorde, la recherche agricole accorde à ce genre d'espèces autochtones. Et pourtant, quand vous regardez la littérature, vous allez voir que le tamarinier prend 15 ans, 20 ans, 25 ans à produire. Mais en station ici, nous avons démontré que ces tamariniers-là sont entrés en fructification avant la fin de la 3e année, après l'installation. Donc nous avons des tamariniers qui produisent chaque année ici, depuis l'âge de 3 ans. Et ce n'est pas un fait anodin. J'ai fait la même expérience à la maison chez moi. Mes tamariniers à la maison produisent depuis moins de 3 ans. J'ai essayé à Kétou la même expérience. J'ai des pieds qui sont rentrés en production à moins de 3 ans également. C'est largement utilisé localement. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts portés surtout par des entreprises? Pas encore. À l'échelle du Bénin, non. Mais à l'échelle mondiale, le tamarinier est une espèce originaire d'Afrique. Ça a été démontré. C'est vrai que le nom scientifique, Tamarindus indica, porte à croire que c'est une espèce originaire de l'Inde. C'est une culture qui peut devenir une culture de rente très facilement. Quel peut être l'enjeu pour l'Afrique et surtout pour le Bénin aujourd'hui autour de cette espèce agroforestière? L'enjeu pour l'Afrique et le Bénin dépasse cette espèce agroforestière. Nous avons différents enjeux. Le premier enjeu que je vois, c'est l'un des objectifs du millénaire qui veut que nous ayons des femmes plus autonomes financièrement. Il s'agit d'espèces très valorisées, très utilisées, commercialisées par les femmes dans les milieux ruraux. Donc dans les politiques qui visent à améliorer les conditions de vie des femmes, il s'agit d'une espèce phare qui peut être utilisée en la matière. Un autre enjeu est celui de la géopolitique ou bien de la souveraineté alimentaire. Quelle est la possibilité aujourd'hui de reproduire cette espèce? Elle est capable de supporter n'importe laquelle des systèmes de propagation végétative que nous pouvons essayer sur elle. Nous voulons que des espèces
qui produisent par exemple en 15 ans, 20 ans, puissent produire en 4 ans. Et nous avons le tamarinier qui peut produire sans ces techniques-là, c'est-à-dire à partir de la semence, en 3 ans, ça peut produire. Il suffit d'un entretien. Ce qui fait que des espèces comme ces espèces-là mettent beaucoup de temps à produire en nature, ce sont les intempéries, les feux qui passent, la compétition avec beaucoup d'herbes. Beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux, énormément d'enjeux. L'enjeu économique pour nous est plus grand. Nous pouvons facilement devenir numéro 1 mondial de la production rentable. La production rentable de l'espèce au monde parce qu'ici, elle est chez elle. Les graines sont utilisées dans l'industrie de fabrication de poudre à canon. Et les feuilles sont utilisées dans l'industrie de produits éclaircissants. Sur 1 hectare, en moyenne, nous allons installer 90 pieds. En moyenne. À 4 ans d'âge, un arbre peut donner 40 kg de fruits. À 10 ans, ça peut déjà donner 100 kg de fruits par arbre. Sur 1 hectare, à partir de 4 ans d'âge, tous les calculs faits, investissement, apport, etc., retirés, depuis la première année, vous pouvez avoir une marge de 154 000 francs sur 1 hectare. À partir de la 10e année, vous pouvez faire une marge de près de 600 000 francs sur chaque hectare. Tout ce que vous avez dépensé, retiré. Vous avez remarqué qu'en Afrique et au Bénin aussi, il y a des gens dont la peau serait inviolable aux métaux. Il y a des gens qui utilisent des couteaux très tranchants. Je peux vous dire que pour que cela arrive, l'écorce de tamarinier rentre dans la potion pour rendre sa peau aussi inviolable aux métaux. Et nous avons un certain nombre d'expériences. Les populations béninoises ont l'expérience, sont même en avance sur la recherche et les politiques en matière de valorisation des espèces agroforestières. Et comme elles sont déjà habituées à ces espèces, je pense que ça serait beaucoup plus facile de les accompagner. Mais avec tout ce potentiel, cette espèce mérite d'être intégrée dans les stratégies nationales de production agroforestière et la création de chaînes de valeur. Marcel ? Voilà un arbre et un fruit d'exception, un laxatif très efficace. Ça, moi, j'en ai personnellement fait l'expérience. C'est un laxatif très efficace. Ça purge bien, et très bien même. Et actuellement, au Bénin, le tamarin se consomme seulement sous forme de jus ou de sirop, alors que ces possibilités d'utilisation, de consommation sont encore bien nombreuses. Tu pourrais nous en donner quelques-uns des possibilités de transformation du tamarin? Possibilités de consommation plutôt. Le tamarin s'utilise aussi en cuisine. Ça peut s'utiliser dans des soupes, épices. Comme des épices, mais aujourd'hui, chez nous, ça n'existe pas. Tout ce qu'on connaît du tamarin chez nous, c'est le jus, le sirop que vous avez peut-être une fois déjà consommé. Bruno? Plusieurs fois. Et j'en consomme jusqu'à présent parce que, voilà, le tamarinier, d'abord, il faut dire que c'est un arbre qui, on va dire, qui a été beaucoup plus découvert en Inde, mais qui existe aujourd'hui un peu partout dans le monde, en Afrique également, pourquoi pas. Et il a dit, ça a un effet laxatif d'abord, c'est l'effet principal qu'on reconnaît au tamarin. Donc voilà. Après aussi, il faut dire que le tamarin, et ça beaucoup ne le savent pas, entre dans la composition des médicaments pour faciliter le transit. La digestion? Oui, le transit, pour ceux qui font les traitements anticancéreux. Donc ça, beaucoup ne le savent pas. Donc le tamarin intervient dans la composition des médicaments aussi. Donc c'est très important de le savoir. Donc c'est d'ailleurs pourquoi il est un excellent laxatif. Voilà, donc c'est un fruit dont on ignore vraiment la richesse. Mais Marcel a abordé un aspect un peu, voilà, c'est désolant parce que généralement dans nos contrées ici au Bénin, on a réduit l'utilisation du tamarin ou la consommation du tamarin. On le prend seulement sous forme de jus et autres. Mais dans d'autres pays, il y a eu beaucoup de créativité autour. Donc lorsque vous allez dans des pays comme le Cambodge, le Pakistan, etc., vous retrouvez le tamarin comme bouillon. On en utilise pour faire des bouillons et donc c'est consommé
consommer. Vous descendez dans les pays comme le Niger, c'est utilisé pour faire de la bouillie, par exemple. Vous allez dans les pays comme le Sénégal, c'est utilisé dans des préparations faites à base de poissons. Et on ajoute ça au-dessus du plat comme des, bien sûr, des tamarin ajouts en cuisine, c'est agréable, donc, très agréable. Pendant que vous mangez, Ailleurs. puisque ça aide à digérer, donc pendant que vous mangez, en fait, vous êtes en train de consommer aussi du tamarin sans le savoir. En Iran aussi, c'est consommé, c'est très présent dans la cuisine iranienne. Donc, voilà. Et surtout, les bouillons, c'est très important. Si on pouvait aussi peut-être, au niveau de nos plats, introduire le tamarin. C'est vrai qu'aujourd'hui, le tamarin est là comme un jus qu'on boit quand on a fini de manger ou avant d'avoir mangé. Mais si on peut l'introduire dans nos plats, comme le Sénégal le fait, comme le Niger le fait, etc., comme le Cambodge, le Pakistan le font, ça sera vraiment si possible, intéressant. Faire des desserts avec, pourquoi pas. Oui, parce que quand vous prenez les plats sénégalais comme le thieboudienne, où après avoir fini la cuisine, il y a des ajouts. Vous pouvez trouver du gombo, vous pouvez trouver du concombre, vous pouvez trouver des ajouts de la carotte en haut. Parfois, ils ajoutent même aussi le tamarin sur le thieboudienne. Et donc, comme je le disais, c'est de l'imagination en fait, c'est de la créativité. Oui. Donc, vous savez, la cuisine, aujourd'hui, chaque pays a son plat et c'est parti forcément d'une création. Quelqu'un l'a certainement fait pour une première fois et ça a été adopté, ça a été apprécié. Donc, si on essaie aussi d'introduire le tamarin, ça va rentrer dans les habitudes. Au début, ça peut paraître bizarre, mais par la suite, ça va rentrer dans les habitudes et voilà, ça va prendre. Il y a des pays d'Afrique où vous mangez le riz avec le gombo. Ici, ça va faire bizarre à un Béninois qu'on lui demande, par exemple, de manger du riz au lieu que ce soit sauce tomate, poisson, comme on en a l'habitude, mais qu'on lui propose en lieu place de la sauce tomate, poisson, pour accompagner le riz, mais qu'on lui propose du gombo, par exemple. Vous voyez le tic que ça vous fait. Mais vous allez dans les pays comme la Guinée équatoriale, vous les voyez consommer le riz avec le gombo. Et quand ils mangent ça, vous donne envie de manger. C'est une culture qui a été développée. C'est aussi... Et le goût du tamarin, vous connaissez, c'est quand c'est dans un plat, pas forcément acide. L'acide, ça vient bien après. Sinon, d'abord, à la base, ça donne un goût sucré, salé, et après, légèrement acidulé, comme vous le dites. Et oui, et c'est en cela aussi, donc, du coup, ça a une autre vertu dont j'ai oublié d'en parler. Vous arrivez lorsque vous êtes... Ça pète du poids? L'amaigrissement, je ne sais pas, donc je vais parler de ce que je sais. Lorsque vous avez un goût métallique, c'est vrai que c'est un antioxydant. C'est possible, alors. Vous avez le palu. Lorsque vous avez le palu, vous perdez le goût dans la bouche. Vous n'avez... Enfin, il vous est difficile de ressentir les goûts. Vous avez vraiment un goût métallique dans la bouche. La langue, vraiment, c'est pas trop ça. Lorsque vous consommez du tamarin, oui, ça redonne l'appétit, ça vous ramène le Vous êtes alors d'accord que ce tamarin, ce fruit, cet arbre peut être autrement valorisé? En tout cas, moi, quand j'étais tout petit, j'ai vraiment fréquenté les tamariniers. J'ai souvent fait la cueillette de tamarin. Votre enfance, vous l'avez fait où? À Natitengu, il y a plein de tamariniers là-bas. Il y en a aussi. Donc la pulpe, on la suçait, comme ça. Hein. Contrairement à Mélène qui est restée tout le temps Marcel, je ne veux pas répondre à cette provocation, merci à toi. Ce n'est pas une provocation. Dis-moi, tu connais Dassazoumé? Dassazoumé, bien sûr, c'est le centre. Vacances, la première fois que je suis allé à Dassazoumé, c'était un pèlerinage. J'y ai passé combien de jours? 3 jours. Donc vous avez prié, vous n'avez pas visité? Si, j'ai visité. Ah d'accord. J'ai visité. La nuit, je suis arrivé à Dassa une nuit. Le lendemain, moi, j'ai pris toute ma matinée à visiter la ville. Ça a bien marché, c'est possible aussi. Nous, on va discuter avec des gens qui sont allés en journée. Alors, on va faire une randonnée touristique. On va découvrir le paysage de cette ville, carrefour du centre du Bénin, connu pour son relief atypique, ses 42 collines et ses maisons accrochées au flanc de montagne. Et notre guide, c'est bien sûr Bruno Swali. Oui, Bruno Swali, mais qui a également un autre guide qui est déjà dans les coulisses. On va juste l'installer avec votre permission. Monsieur Corneille Baguidi, bonjour. Bonjour Mylène.
Bonjour Alors, Bruno. Oui, bonjour Monsieur Cornec Baguidi. Voilà, chaque fois que vous êtes là, on est tout heureux, on est tout content parce qu'on sait que voilà, on va découvrir quelque chose de merveilleux, d'assez merveilleux du pays. Vous allez beaucoup nous apprendre. De nos sièges, on voyage. Voilà, on voyage à partir. Même étant ici dans ce studio, nous voyageons grâce à vous. Merci pour tout le travail que vous abattez. Et ce week-end, vous avez décidé d'aller dans le centre du pays malgré la pandémie du coronavirus. Vous n'avez pas perdu votre passion de voyager, de visiter les lieux. Vous étiez à Dassa puis à Savalou, mais on ne va pas tout gaspiller en un seul numéro. On va faire un focus sur Dassa Zoumé et puis on revient la semaine prochaine sur Glazoué. Voilà, c'est bien sûr Glazoué. Donc vous êtes allé, vous étiez en hauteur, vous étiez en altitude, vous avez visité les collines, tout ça, mais vous avez aussi découvert un Campeul, vous avez pu visiter tout ça, vous êtes également allé voir, je dirais, une création qui est typiquement made in Dassa, qui est le savon noir. Nous allons revenir sur votre court séjour à Dassa, mais qui a été riche, vous me disiez, en coulisses. Alors présentez-nous brièvement Dassa. Bien, merci Bruno. Bon, Dassa Zoumé, autrefois appelé Igbo Idacha, ou tout simplement Idacha, est une commune du département des collines. En termes de situation, vous avez Dassa comme commune voisine. Je vais commencer par l'ouest, Savalou, la commune de Savalou. Oui. Et à l'est, vous avez la commune de Saveketou, au nord, c'est Glazoué, et puis le sud, vous avez la commune de Kové, Zanyanado et Diga. Et quand on arrive à Dassa, ce qui frappe, ce qui vous marque tout de suite, c'est le relief. Un relief très accidenté, constitué d'une série de collines. Tout à l'heure, Mylène a parlé dans le mot introductif de 42 collines, effectivement. Certains parlent de 41, 42 collines. Et Dassa, il y a plusieurs activités aussi à Dassa. Vous avez l'agriculture, le commerce. À Dassa, on cultive du coton, on cultive de l'anacarde, des arachides, des tubercules, des céréales. Vous avez, il y a aussi l'élevage. L'élevage il y a l'holacodiculture, la cuniculture, vous avez les petits ruminants, il y a beaucoup de choses. Et puis aussi les bas-fonds de Dassa sont favorables à la riziculture. Donc voilà, et puis naturellement il y a des activités de transformation. Autant il y a les collines, autant il y a les bas-fonds. Ah oui. Et puis vous avez les activités de transformation, par exemple la fabrication du savon. Vous êtes vraiment allé en hauteur. Quand on regarde cette image, là vous étiez en altitude, on ne va pas estimer, mais vous étiez vraiment en hauteur. Est-ce que c'est simple d'y aller? Parce que c'est en fait, quand moi je traverse Dassa, c'est vrai, j'ai jamais essayé de grimper ces collines, mais quand je traverse, je regarde, je me demande comment les gens parviennent à arriver là-bas, parce qu'on est en temps de pluie, ces pierres, c'est souvent glissant, etc. Donc c'est aussi dangereux. Vous y étiez avec votre fille d'ailleurs? Oui, j'étais parti avec ma fille et avec un guide. D'ailleurs, je lui fais un coucou, et l'autre, Tochou et Do. Et oui, c'est quand on monte en altitude, vous savez, on perd un peu en oxygène, voilà. Oui, mais il y a un moment donné, ça vous a même obligé d'enlever votre masque. Oui, le masque, sinon on avait nos ça devenait un peu plus compliqué. Il ne fallait pas suffoquer. Voilà, il ne faut pas se protéger de coronavirus et mourir par asphyxie. Tout à fait. Non, l'ascension, on a fait l'ascension de la colline Nakman, mais c'est vrai que c'est sur le territoire plutôt de Glazoué. Bon voilà. Donc il y a un chemin pour y aller. C'est pas tout droit. Un détour pour arriver au sommet. En tout cas avec de beaux paysages. Et puis bon, on était arrivé au sommet vers 18h moins le quart avec un beau coucher de soleil. J'imagine. Ah oui, c'était beau. Ah oui, c'était beau. Alors, dans votre randonnée, vous avez découvert un groupe de dames vraiment extraordinaire. Elles s'attellent dans la fabrication du savon noir et vous me disiez qu'elles partent presque de rien pour tirer du savon noir. Oui, effectivement. J'ai visité un groupement, c'est à Dassa, un groupement de femmes spécialisées dans la fabrication du savon noir. Alors, décrivez-nous ça, par exemple. Oui, alors là, bon... Et là, c'est votre fille, et oui, voilà, avec son masque, elle a essayé aussi
se rapprocher du feu. Tout à fait. En fait, le savon noir qui est fabriqué par ces femmes-là, c'est à partir de la cendre végétale issue de bois secs brûlés. Voilà, Mylène. D'accord. On parle de la cendre. D'accord, de la cendre tout simplement. Du savon noir. Et donc, la première, une fois que la cendre est recueillie, la cendre est déposée dans un récipient. En train de... Est-ce que ça a une odeur, c'est ça? Non, et c'est ça qui m'a surpris. Moi, quand j'étais petit, le savon noir, coton, ça avait une odeur. Mais j'ai été surpris que le savon noir fabriqué par ces femmes-là, ça n'a pas une odeur forte. Elles y ont forcément ajouté quelque chose. Ce n'est pas que alors, de la oui, cendre. je vous explique un peu. En fait, voilà, il y a la cendre qui est déposée dans un récipient en terre cuite, mélangée avec de l'eau. C'est porté à ébullition sur le feu jusqu'à évaporation. Comme là. Voilà, oui. Mais non, ça c'est déjà une autre étape. De feu. Voilà, c'est-à-dire qu'après évaporation, il y a un dépôt, on obtient un dépôt granuleux. Il y a une photo d'ailleurs qui illustre un dépôt granulé. Ce dépôt granulé maintenant va être mélangé avec de l'huile de palmiste portée sur le feu pendant plusieurs heures. Et pendant ces heures-là, les femmes n'arrêtent pas de touiller. Et puis le produit, le mélange, ça change de couleur, ça gonfle. Donc, il faut remuer. On rajoute, il faut remuer. On rajoute de l'huile de palmiste avec un bâton. Il faut remuer pendant plusieurs heures. C'est beaucoup d'exercice physique parce que même pour remuer la pâte. Je me suis exercé d'ailleurs, je ne sais pas, il y a une petite vidéo qu'on a faite. Oui. Et puis après, on a le produit fini qui est le coton. Mais je précise que ce coton qui est fabriqué, c'est sans ajout de soude. Et là, quelle est l'étape? Ah oui, c'est une étape, oui, ça, vous voyez. Après, ça va changer de couleur. Là, c'est noir, ça va changer de couleur, ça va devenir du gris et tout ça, quoi. Vous voyez, c'est le produit le coton qui est fabriqué là-bas, c'est sans soude. Donc, c'est vraiment sain, naturel. Et vous savez très bien, je crois que Mylène doit le savoir, qu'on prête des vertus au savon noir coton. Donc, voilà la matière dont vous parlez. Oui, ça, c'est le dépôt granuleux. Qui va maintenant être mélangé avec l'huile de palmiste pour obtenir le produit fini coton. Donc vous dites là qu'il n'y a pas assez d'ajouts, c'est pas un savon avec beaucoup de produits chimiques. Eau, ça devient, on obtient le dépôt granuleux, maintenant avec de l'huile de palmiste, voilà l'huile de palmiste, et puis on va obtenir le coton. Mais c'est un long processus, mais alors vous voyez ces femmes-là qui... avec rien du tout, quoi. Mais c'est un produit qui est très demandé. Alors, depuis le week-end, moi, je me lave qu'avec du coton. Donc ça, c'est... Voilà, si, sérieux. Même ce matin, voilà, vous voyez, ça a gonflé. Ça a une autre étape également. Et vous voyez, le récipient, c'est en terre cuite. C'est beau. Le feu pendant des heures, ça doit être vraiment laborieux. Oui. La fabrication la fumée, tout ça. De ce savon. Et on a vu également dans les vidéos, là encore à cause de la fumée qui monte, parce que c'est le feu de bois, vous avez été obligé d'enlever le masque, sinon masque plus fumée, ça ne va pas être simple pour vous. On préfère vous avoir sur ce plateau que associé à Dassa. Alors, en dehors de cela, qu'est-ce que vous avez pu visiter? Et pour quelqu'un comme moi qui aimerait aller à Dassa, voilà, qu'est-ce que vous... Dassa, il y a plusieurs choses à visiter. Donc, si je dois conseiller à quelqu'un qui va à Dassa, mais déjà, il faut visiter le palais. C'est vrai qu'il n'y a pas les images là. C'est un Campel qu'on a visité. Vous avez ramené cette image. Oui, cette vidéo. C'est un Campel. C'est un petit cabri apparemment. Oui, mais qui a perdu sa maman. Sa maman, voilà. Donc, à la naissance. Et donc, on le nourrit avec le lait de vache. Et c'est très émouvant, avec un biberon. Voilà. Ça, c'est un vrai berger parce que c'est vraiment un enfant du travail. Et puis bon, c'est intéressant tout ça parce que le traitement parfois qu'on accorde aux humains quand un bébé perd sa maman pendant l'accouchement, on trouve des alternatives. Donc, il y a des gens qui font pareil pour des animaux. Ils ont un amour vraiment. Et ça, c'est certainement un Peul qui est en train de le faire. Et puis dans ce Campel, on a vu également le processus de fabrication du wagashi. Du fromage. Voilà, bon, voilà. Donc je disais, bon, Dassa, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le palais royal des 41-42 collines qu'il faut visiter. Il y a également un rocher qu'on appelle le rocher fendu, ou bien la pierre fendue, qui se trouve, je crois, dans le village de Tangbé. C'est une grosse pierre, mais qui est fendue. Et quand on regarde à travers, on voit à l'autre côté de la ville. Vous avez également...
une colline immense, mais quand vous l'observez de profil, on a l'impression que c'est un lion couché. Et on l'appelle d'ailleurs le lion couché de Minifi. Le village s'appelle Minifi. Et puis si vous aimez les randonnées pédestres, tout ça, vous explorez les 41 collines. Et puis naturellement, Dassa est connu pour la grotte. D'Arigo qui reçoit chaque année à la mi-août. Dernière question, est-ce que vous avez eu des oiseaux cette fois-ci parce que non, pas la dernière question. Qu'est-ce qu'on mange à Dassa? À Dassa, alors... Oui, naturellement, les yams pilés. Hein. Et les oiseaux, il y en a eu? Oui, on a aperçu des oiseaux. Je n'ai pas pris de photos, mais on a... vous avez été séduit cette fois-ci par le Koukal du Sénégal, il y en avait plein. Des Kalao à bec noir, on en a vu, mais on n'a pas pris de photos. Surtout dans les communes. Il y a un man qui aime beaucoup, c'est Martin Pêcheur Géant. Voilà, c'est l'oiseau préféré depuis un certain temps. C'est le seul oiseau dont il a gardé le nom. Moi, j'ai gardé aujourd'hui Kalao à bec noir, c'est ça? Noir, d'accord, sauf que je ne le connais pas, mais je connais le nom, c'est pas grave. Voilà. Merci à vous Mylène, merci à vous Corneille, surtout beaucoup de courage dans vos différentes randonnées. Ce n'est pas toujours simple de se déplacer, vous conduisez vous-même probablement. Oui, je conduis, mais bon, c'est un plaisir, hein. Voilà, c'est une manière d'occuper mon week-end, hein. C'est un plaisir. Voilà, et merci de rendre tout ceci aux téléspectateurs chaque semaine, merci vraiment. Merci à vous, merci à toute l'équipe du Rendez-vous de midi. Reposez-vous, prenez soin de vous. C'est bien sûr le week-end. N'oubliez pas les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, vous lavez les mains à l'eau et au savon, éternuez dans vos coudes dès que l'envie vous prend. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.